thème de notre présentation, c'est la biodiversité dans les champs pour produire plus et mieux. Cette présentation s'appuie sur deux chapitres d'un ouvrage qui vient d'être publié par le CIRAD, coordonné par Étienne Azelin aux éditions Quae. Chapitre dont Éric Malézieux et moi-même avons été impliqués dans la rédaction. Et plus généralement, je dirais que oui, cet ouvrage correspond à une thématique qui est importante dans la réflexion collective du CIRAD, donc au titre de sa démarche stratégique, et que c'est le premier d'une série. Chaque année, il y aura un ouvrage pour chaque salon de l'agriculture sur une telle thématique. Et l'année prochaine, donc pour le salon 2014, il s'agira du thème et des agricultures familiales du Sud. Je vais maintenant laisser la parole à Éric, qui va vous présenter le contexte et les enjeux globaux de cette thématique donc de biodiversité dans les champs. Pour démarrer, un petit rappel sur les enjeux globaux auxquels doit faire face l'agriculture aujourd'hui. Des enjeux d'abord pour l'alimentation et par rapport à la sécurité alimentaire. D'abord par rapport à l'enjeu lié à la pression démographique, l'augmentation de la population de 6-7 millions aujourd'hui à 9 milliards d'habitants en 2050, et ce dans un contexte d'urbanisation croissante et donc de pression accrue sur les terres agricoles. Des enjeux importants pour la santé, en particulier pour les pays du Sud, l'alimentation est une composante essentielle de la santé humaine. Et l'alimentation peut avoir des effets à la fois positifs, bien entendu, par rapport à l'utilisation de micronutriments, du type de diète qui sera adopté, mais aussi des effets négatifs liés à la possibilité de résidus chimiques dans les produits. Des enjeux sociaux aussi, l'agriculture reste un des éléments centraux pour la lutte contre la pauvreté, mais également de plus en plus des enjeux environnementaux liés à la qualité des eaux, au maintien de la qualité des eaux, à la conservation des sols, à la contribution possible et potentielle de l'agriculture à la mitigation du climat. Le rôle essentiel également de l'agriculture dans la contribution à la conservation de la biodiversité ou à sa destruction, et d'une manière générale au maintien de la santé des écosystèmes. Tous ces enjeux sont vrais dans toutes les zones écologiques de la planète, mais ils sont exacerbés en zone tropicale en raison du contexte lié à la pression démographique, à la pauvreté et à l'impact négatif du changement climatique annoncé sur les agricultures, un changement qui s'annonce plus négatif pour les agricultures du Sud que pour les agricultures du Nord. Alors quelques rappels sur les conditions spécifiques des zones tropicales par rapport à ces enjeux. Déjà, le plus souvent, une petite agriculture familiale peu mécanisée, voire le plus souvent pas mécanisée du tout, versus de grandes plantations agro-industrielles qui, dans certaines zones, jouxtent ces petites plantations paysannes. Des systèmes de culture très diversifiés, peu à très intensifs, parfois avec une forte artificialisation du milieu. D'une manière générale, un climat contrasté qui est marqué selon les lieux par des alternances de périodes de sécheresse et d'excès d'eau, et dans tous les cas, en raison en particulier de la température, favorable d'une manière générale aux bioagresseurs. Enfin, des enjeux environnementaux forts, déforestation, perte de biodiversité, disparition de zones fragiles comme les tourbières, dégradation des sols, érosion, autant de facteurs marqués de façon plus importante dans les zones tropicales. Et, last but not least, la faible structuration des acteurs, les rares instituts techniques, des politiques agricoles souvent défaillantes, font que les conditions sont particulières pour étudier les relations entre biodiversité et agriculture. Alors, la question principale qui se pose à nous aujourd'hui, c'est finalement, elle part du constat que la spécialisation des cultures et l'intensification par les méthodes chimiques ont généré des impacts environnementaux majeurs sur les sols, les eaux, le climat et la biodiversité dans de grandes parties du monde, au nord comme au sud. La question que se posent les agronomes aujourd'hui, c'est quelle nouvelle voie finalement pour ces nouvelles agricultures. Donc le défi auquel on est confronté aujourd'hui, c'est bien de passer d'une agriculture chimique à une agriculture qu'on peut qualifier d'écologique. Donc il va s'agir de concilier une production suffisante, à la fois en quantité et en qualité,
pour satisfaire cette demande mondiale en croissance, permettre le développement économique et social des paysans du Sud, et dans le même temps assurer la préservation de l'environnement et la limitation des risques pour la santé humaine et les écosystèmes. Donc la question que se posent les agronomes aujourd'hui, c'est finalement quel système de culture construire pour répondre à ces différents objectifs. Alors l'hypothèse qu'on pose et qui donne tout son sens à la présentation d'aujourd'hui et surtout au thème choisi par le CIRAD pour le salon cette année, c'est qu'il est possible d'augmenter les productions en quantité et en qualité, de diminuer la dépendance vis-à-vis des pesticides et d'assurer ainsi une meilleure maîtrise des populations de ravageurs, d'une part en accroissant la diversité biologique dans les systèmes de culture, et ça avec différentes pratiques agricoles, comme les associations, les rotations, l'utilisation de plantes de service, la pratique de la polyculture élevage, l'organisation des structures paysagères, ou en optimisant les interactions biologiques au sein des systèmes de culture. C'est aujourd'hui l'objet de nombreuses recherches au CIRAD, et nous allons pouvoir en détailler quelques-unes. Alors ça part aussi d'un premier constat qui est d'une certaine façon la comparaison entre la structure des écosystèmes naturels et ceux des agroécosystèmes. Les écosystèmes naturels sont souvent, pas toujours, mais souvent, caractérisés par une importante diversité spécifique, beaucoup d'espèces, une hétérogénéité spatiale, une richesse en interface, un couvert qui est pérenne, en particulier grâce à une composante arborée, et ce qu'on appelle des redondances fonctionnelles, c'est-à-dire qu'une même fonction dans l'écosystème va être assurée par plusieurs espèces qui vont se compléter. Alors là, je vous ai mis quelques références par rapport à cette thématique qui propose d'étudier la question autour de la comparaison des écosystèmes naturels et des agroécosystèmes, s'interrogeant finalement pourquoi les agrosystèmes ont été simplifiés à ce point jusqu'à être, pour augmenter la productivité, caractérisés par une seule espèce, voire une seule variété, et parfois sur un nombre d'années important. Donc la question c'est est-ce qu'on peut finalement s'inspirer du fonctionnement d'écosystèmes naturels pour construire des agrosystèmes durables. Part du constat que la biodiversité, donc ça c'est un graphique qui est issu du document du Millennium Ecosystem Assessment, part du principe que la biodiversité est à la base de fonctions écosystémiques et qu'elle va nous permettre de fournir un grand nombre de services écosystémiques de différentes natures, à la fois des services productifs, elle va permettre de fournir de la nourriture, des fibres, du fuel, de l'eau également, des services culturels, des services de support sur le fonctionnement des écosystèmes, comme le cycle de l'azote, et des systèmes de régulation, à la fois des bioagresseurs, des maladies et du climat. Donc l'idée, c'est d'utiliser à bon escient la biodiversité dans les agrosystèmes de façon à fournir un maximum de services écosystémiques plutôt que de se cantonner finalement sur la production exclusive d'un produit unique à un endroit donné. Alors juste un graphique qui montre que souvent on a un antagonisme entre l'intensification de l'agriculture, ce qu'on va appeler intensification, ça va être justement cette réduction du nombre d'espèces et l'utilisation de l'agrochimie, et la biodiversité. On a souvent des courbes descendantes avec différentes manières d'assurer cette descente. Et ce qu'on va rechercher aujourd'hui, bien entendu, c'est aussi de produire tout en limitant un effet négatif sur la biodiversité, c'est-à-dire qu'on va rechercher des situations où on va pouvoir intensifier, mais tout en maintenant un niveau de biodiversité important. Alors on cherche aussi à mieux comprendre ce type de relation qui est que quand on part d'une situation complexe ici, proche de la forêt naturelle qui est celle de systèmes agroforestiers, par exemple en situation tropicale, souvent l'intensification va conduire à simplifier le système et à rechercher à optimiser la production d'une seule culture. Donc la question c'est que finalement, est-ce qu'on a vraiment cet antagonisme avec nécessairement cette perte de biodiversité ici quand on va aller vers ces situations-là, et de l'autre côté, à l'inverse, est-ce qu'on a des pertes de production quand on va complexifier le système? Donc on cherche à sortir un petit peu de ce dilemme entre ces deux antagonismes. Donc ça veut dire un changement radical de perspective
avec comme hypothèse que finalement, quand on va avoir des systèmes complexes, ils vont peut-être être plus stables. Hein. C'est ce qu'on observe dans la nature dans un certain nombre de situations. Ce n'est pas toujours vérifié. On va essayer d'utiliser des attributs fonctionnels complémentaires pour capter les ressources. C'est-à-dire que plusieurs espèces, par exemple, vont permettre de mieux capter l'azote dans les sols, vont permettre d'optimiser l'utilisation de l'eau. Et on va essayer de favoriser les interactions positives avec des plantes qui vont avoir des traits fonctionnels différents, différentes réactions par rapport à la lumière, différents comportements par rapport aux insectes. Alain nous décrira en particulier ces mécanismes de dérégulation dès que j'en aurai fini. Voilà. Donc on va chercher des systèmes plus complexes, hein, partir de monocultures aujourd'hui, qui sont les caractéristiques des agrosystèmes intensifs, hein, monoculture de céréales, monoculture de certains fruits, ici comme l'ananas ou la banane, monoculture de palmiers, dont on connaît les impacts environnementaux importants aujourd'hui, pour chercher à augmenter le nombre d'espèces cultivées de façon à revenir sur des agroécosystèmes plus durables. Alors il y a différentes formes pour parvenir à ça, qui vont combiner des méthodes dans l'espace, des méthodes dans le temps. On va associer des espèces, on va pouvoir utiliser des cultures en relais, des rotations. Je vais juste vous montrer quelques exemples de ça, et chacune va mobiliser des interactions différentes. Hein, on peut avoir par exemple tout simplement l'agroforesterie. Bon, là c'est des exemples qui vous sont montrés en zone tempérée, où on va réintroduire des arbres dans des systèmes de culture annuels de façon à augmenter la production et avoir un certain nombre de services écosystémiques. On va essayer également, dans des systèmes de monoculture pérennes, de les faire évoluer en utilisant des plantes à fonction de service ou à fonction environnementale. Vous avez ici des exemples sur les bananiers, la vigne, les agrumes, où finalement on va rechercher par les mêmes méthodes à introduire des plantes de service pour parvenir à certains services écosystémiques. Ça va nous permettre par exemple de diminuer l'utilisation des herbicides sur les agrumes ou les bananiers. On va rechercher par exemple des propriétés qui vont nous permettre de diminuer l'impact des nématodes, diminuer l'impact de certaines bactéries, avoir une meilleure couverture du sol pour limiter l'érosion. Donc tout l'enjeu consiste à trouver les bonnes plantes de service qui vont avoir les traits qui nous intéressent, mais aussi qui vont être gérables par les agriculteurs. Ça, c'est une composante extrêmement importante aussi de nos recherches aujourd'hui. C'est pour ce type de recherche d'opérer sur un mode participatif avec les agriculteurs, de façon à prendre en compte le plus tôt possible leurs contraintes liées au fonctionnement de l'exploitation agricole. Alors on peut avoir aussi des associations d'espèces qui vont toutes avoir un objectif de production. Hein, là, on associe par exemple des céréales et des arbres, hein, par exemple du blé et du peuplier, ou du blé et du noyer, par exemple. Hein. Il y a des expérimentations près de Montpellier de ce type qui vont permettre, sur le long terme, par exemple, de produire du bois à haute valeur ajoutée et également des céréales. Alors ces exemples sont très nombreux en zone tropicale, plus ou moins complexes. Hein. Vous avez là l'association de café ombré, par exemple, est une pratique très courante dans toute l'Amérique du Sud, hein, et permet non seulement d'améliorer dans certaines conditions la qualité et la production du café, mais aussi fournit à la fois du bois et d'autres services écosystémiques comme la réduction de l'érosion. Je n'aurai pas le temps de développer, parce que mon temps est sûrement déjà largement utilisé, le système agroforestier humide en zone tropicale qui, eux, on va dire, sont un peu le maximum auquel on peut parvenir en termes d'utilisation de la biodiversité, et où il y a véritablement une valeur en termes de conservation de la biodiversité. De différentes études ont été conduites par le CIRAD dans ce domaine-là, qui montrent l'intérêt de systèmes agroforestiers pour la conservation même de la biodiversité aussi, sur un certain nombre d'espèces, qu'elles soient des insectes ou des oiseaux par exemple. Plus proche des systèmes intensifs, l'utilisation des SCV qui va également apporter un certain nombre de propriétés, en particulier de limitation de l'érosion. Donc je vais reprendre un peu, disons, les principes généraux qui sont exposés dans l'ouvrage dont je vous ai parlé au début de la présentation, et ensuite donner des exemples très particuliers.
de systèmes de culture fondés sur ces principes et qui donc fonctionnent au-delà des systèmes agroforestiers, en particulier dont a parlé Eric. Alors donc, biodiversité et régulation des bioagresseurs, donc c'est une déclinaison de cette approche. On peut utiliser des plantes, notamment par ce qu'on appelle la diversification végétale spécifique, qui est montrée ici à droite de cette diapositive, en fait en remplacement des intrants donc non renouvelables qui sont actuellement appliqués dans beaucoup de systèmes intensifs. En gros, comme l'a dit Eric, il s'agit de passer de l'agrochimie à l'agroécologie. Donc on voit ici figurer les impacts, qu'ils soient positifs, négatifs ou mitigés, c'est-à-dire selon la situation positive ou négative, donc de l'une ou l'autre approche sur différents compartiments au centre qui représentent en fait des critères de durabilité des systèmes de culture. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez que globalement, on a plus d'impact positif à partir donc de l'approche agroécologique fondée sur son pilier principal qui est la diversification végétale spécifique et notamment son interaction avec l'activité biologique du sol, alors que dans le cas de l'agrochimie, on a un bon nombre d'impacts négatifs. Juste un exemple pour ce qui est de la production, qu'elle soit en quantité, on aura un impact positif rapide à court terme de l'application d'intrants, mais on aura une production durable et donc un impact à long terme de l'approche agroécologique. Et également, on aura une diversité de production, comme on va le voir dans des exemples un peu plus tard, qui fait qu'on a plusieurs productions sur une même parcelle. Bon, Eric l'a expliqué dans le cas de l'agroforesterie. Pour ce qui est de la qualité de la production, bon, on sait bien que les produits chimiques apportent notamment une qualité en termes, par exemple, visuels. On n'a pas de traces de dégâts de bioagresseurs, mais la qualité sanitaire, les résidus de pesticides, etc., fait que cette production, donc l'impact de ces produits est négatif dans ce sens. Inversement, avec l'utilisation de processus écologiques, on va avoir peu ou pas de résidus sanitaires, mais il faudra peut-être se contenter d'une qualité visuelle un peu moindre. Alors pour revenir à donc, ce qui est développé dans cet ouvrage, de quelle biodiversité parle-t-on quand on parle de la biodiversité dans les champs? En fait, il y a différents types de biodiversité. Tout d'abord, il y a une biodiversité aérienne qui nous est accessible, qu'on voit au-dessus du sol, mais tout aussi importante, en tout cas plus importante au niveau quantitatif et largement aussi importante au niveau donc de son impact sur le fonctionnement du système. Il y a la biodiversité qu'on appelle tellurique, qui est en fait en dessous du sol. Il y a également une biodiversité, cette biodiversité peut être végétale, ce sont donc les plantes au-dessus du sol, mais également leurs racines. Il y a la diversité microbienne qu'on peut trouver dans le sol, donc de différents micro-organismes, mais également au-dessus du sol, souvent des micro-organismes pathogènes. Biodiversité animale, au niveau du sol, c'est essentiellement la macrofaune du sol, bon, dont l'exemple le plus emblématique, ce sont les vers de terre. Mais il peut y avoir des ravageurs également. Et au-dessus du sol, la biodiversité animale, ça peut être des ravageurs, des insectes auxiliaires, mais aussi des animaux d'élevage dans certains cas, comme on va voir. Enfin, on différencie la biodiversité selon qu'elle est productrice, donc essentiellement des plantes cultivées, mais également éventuellement des animaux. La biodiversité ressource, il s'agit alors de plantes, par exemple, qui vont faciliter la production, mais sans être cultivées, elles, pour une production en particulier. Et ça peut être aussi des micro-organismes, des insectes auxiliaires, des pollinisateurs. Et enfin, la biodiversité destructrice, c'est tout ce qu'on appelle les bioagresseurs, c'est-à-dire des ravageurs, surtout des insectes, également des pathogènes qui provoquent des maladies chez les plantes, et puis des plantes parasites et des mauvaises herbes, des adventices qui concurrencent les cultures. Les exemples que je vais donner d'application donc des principes d'utilisation de la biodiversité pour produire plus et mieux vont porter sur les plantes de service, donc biodiversité végétale ressources, et sur l'introduction d'animaux d'élevage dans les champs cultivés pour une meilleure intégration entre agriculture et élevage. Alors en ce qui concerne les effets
de la diversification végétale, le fait de cultiver plusieurs espèces de plantes dans les champs ou à leurs alentours, elles peuvent arriver à réduire les impacts des ravageurs et des maladies des plantes selon un grand nombre de processus qu'on a figurés ici et que je vais développer dans un exemple en particulier. Un effet donc de détournement répulsif. Donc on va essayer de repousser les ravageurs de certaines parcelles cultivées en les attirant sur d'autres plantes de service, et en faisant intervenir aussi des ennemis naturels de ces ravageurs. Et également, cela sera combiné avec un effet via le sol, un effet par l'émission de substances qui vont réguler, contrôler d'autres types de bioagresseurs. Alors cet exemple, c'est un exemple qui est assez emblématique, qui est la stratégie push-pull, ce qui veut dire repousser et attirer en anglais. En français, on emploie le terme beaucoup plus technique de détournement stimulo-dissuasif. En fait, c'est une technique qui a été développée au Kenya par deux collègues d'un institut international, l'ICIP, Centre international sur la physiologie et l'écologie des insectes. Et il s'agissait au départ de protéger le maïs d'un foreur de tiges, c'est-à-dire un insecte du type de la pyrale du maïs en Europe, dont les chenilles forent les tiges et provoquent des fortes pertes de rendement. Donc le principe est indiqué ici. Il s'agit donc de planter une espèce de plante différente du maïs en bordure, mais qui est très attractive pour les papillons, les femelles donc de cette pyrale africaine, qui vont donc pondre préférentiellement leurs œufs sur cette plante et donc délaisser le maïs. Et d'un autre côté, on va planter à l'intérieur de la parcelle de maïs, en association de culture, une plante qui, elle, est répulsive. C'est-à-dire qu'elle va repousser les femelles qui viendraient pondre sur le maïs. Donc avec ces deux effets, on a l'effet pull et l'effet push. Et d'un autre côté, certaines de ces plantes peuvent aussi attirer les ennemis naturels de ces chenilles. Donc on a des photos de ces différentes plantes ici. Et ça a été développé effectivement donc en Afrique de l'Est par des collègues d'un institut international, mais au CIRAD aussi, on travaille sur l'adaptation de ces principes. En Martinique, par exemple, sur la noctuelle de la tomate, avec le maïs comme plante piège. Au Niger également, sur une espèce voisine de noctuelle qui attaque le gombo, et en utilisant une légumineuse, le pois d'Angole. Et enfin, à La Réunion, il y a plusieurs exemples, avec notamment l'utilisation d'une espèce, on va dire, sauvage de canne à sucre, Erianthus, contre le foreur ponctué de la canne à sucre. J'ai développé ici donc, le principe de l'approche push-pull dans le cas du sorgho ou du maïs. Donc je ne vais pas revenir sur ces principes, détournement, attractif, répulsif. Mais pour vous montrer que l'une des plantes qu'on a utilisées en association avec le maïs ou le sorgho présentait en plus des propriétés allélopathiques ou biocides vis-à-vis d'une plante parasite dont on voit un exemple ici, une parcelle de maïs qui est envahie par le striga, on appelle aussi herbe aux sorcières, qui est une plante parasite en ce qu'elle est plus qu'une mauvaise herbe, étant donné qu'elle ne concurrence pas seulement la céréale, mais ses racines se fixent sur les racines de la céréale et pompent la sève. Or, cette plante, qui est le desmodium, a la propriété, qu'on voit ici d'ailleurs, a la propriété d'émettre des substances qui stimulent la germination des graines de ce parasite et en même temps d'autres substances qui inhibent son développement racinaire et empêchent la fixation donc des ifs, on appelle donc ces racines en fait de cette plante parasite, sur les racines de la céréale. Donc ça provoque ce qu'on peut appeler une dégermination suicide en fait. Alors on voit ici par exemple un exemple, une parcelle avec la bordure d'une plante, une céréale donc attractive dans le système push-pull, complètement envahie par le striga. Et ici on voit la culture de maïs ou de sorgho avec la couverture de desmodium. Et ce qu'on voit ici, ce n'est pas du striga, mais ce sont les fleurs du desmodium. Donc en fait il y a
un contrôle parfait en fait du striga. Alors ce qu'il faut dire, c'est que ce système global a beaucoup diffusé. Pourquoi? À la fois par cette action sur les foreurs des tiges et aussi par l'action sur cette plante parasite, avec en plus le fait que le desmodium étant une légumineuse, il améliore donc la fertilité du sol. Et en plus, cette plante et également la plante de bordure, qui est donc un mil, une espèce, disons, sauvage de mil, sont d'excellents fourrages. Donc il y a également un impact global, une production globale, que ce soit à la fois en céréales, mais aussi en fourrage et donc en viande. Et ces systèmes, dans le cadre des systèmes de semi-direct sur couverture végétale, pardon, je reviens, comme en a parlé Eric tout à l'heure, développés par le CIRAD, on a également trouvé un effet de plusieurs plantes, alors utilisées non pas en association, mais en couverture permanente sur le sol, sur le striga, et qui contribuent à la diffusion de ces techniques, en particulier à Madagascar. Un autre exemple, c'est l'intégration, donc agriculture-élevage, avec l'introduction d'animaux d'élevage dans les parcelles cultivées, dans les champs cultivés. Et là, l'exemple le plus emblématique, le plus connu, c'est celui d'intégration de canards dans les rizières, qui est une technique ancestrale en Chine et qui a été développée relativement récemment au Japon par ce chercheur, Furuno, et plus récemment encore a été étendue dans d'autres pays asiatiques, Vietnam, Bangladesh, et également en Camargue. Donc on a une production également en Camargue de riz avec du canard. Alors le principe, c'est que les canards, quand ils sont introduits après le repiquage du riz, donc quand le riz est suffisamment grand, ou bien en cas de semi-direct à un stade suffisamment avancé, eh bien ils ne vont pas s'attaquer au riz, mais ils vont s'attaquer aux mauvaises herbes qui vont éventuellement émerger, et notamment une mauvaise herbe qui est très coriace partout dans le monde, qui est la panis, qu'on appelle panis en Camargue, c'est l'Echinocloa cruzgali. Également, en Asie, ils vont s'attaquer à des insectes qui attaquent le riz, notamment la cigadelle brune, qui fait des très gros dégâts. Et ils vont également consommer des sclérotes, c'est-à-dire des formes de conservation et de propagation d'une maladie occasionnée par Rhizoctonia solani, qui provoque le flétrissement de la gaine du riz. Et en plus, ils émettent donc des déjections, ils remuent le sol, et tout ça améliore donc la fertilité et la productivité de la rizière, qui va donc produire à la fois du riz et de la viande. Un des derniers exemples, c'est là où est impliqué le CIRAD, ce sont des travaux sur l'intégration de vergers d'ovins ou de volailles dans des vergers d'arbres fruitiers, dans la Caraïbe en particulier. Alors à Cuba, dans le cadre d'un projet qui est donc coordonné par le CIRAD, depuis un certain temps, on travaille sur l'intégration d'ovins dans des vergers d'agrumes pour contrôler l'enherbement. Alors le problème, c'est qu'il faut empêcher quand même les ovins de manger l'écorce et les feuilles des agrumes. Et pour cela, les Cubains ont développé une technique, je dirais, assez amusante, qui consiste en fait à un certain moment de pulvériser un répulsif sur l'écorce et les feuilles des agrumes, à savoir du chlorure de lithium ou du sirop d'ipecacuanha, de l'IPK, qui est un vomitif. Et ça éduque en fait les ovins à ne plus consommer les feuilles et peuvent éventuellement transmettre ce comportement à leurs jeunes. Plus simplement, en Martinique, on exploite la version naturelle des ovins pour les arbres de la famille des Anonacées, qui produisent notamment, disons, la pomme cannelle, le corosol. Et donc, eux ne touchent pas l'écorce des arbres et ils contrôlent l'enherbement, que ce soit l'enherbement naturel ou bien une couverture végétale qu'il faudrait de toute façon faucher. Et on produit de la viande sur la parcelle. Également en Martinique, on a des systèmes qui fonctionnent avec des oies qui sont mis sous des goyaviers et qui contrôlent également l'enherbement. L'oie étant plus intéressante que le poulet, puisque les oies sont vraiment herbivores, alors que les poulets sont plutôt des granivores, en fait.